Aujourd'hui, Exploration Planète vous raconte des histoires de pierres. Partons d'abord aux îles Marquises, où l'archéologue Pierre Otino étudie depuis plus de 15 ans de mystérieux pétroglyphes, seules traces laissées par une civilisation désormais disparue. Nuku-Hiva, l'une des fameuses petites îles Marquises perdues au beau milieu de l'océan Pacifique. Pierre Otino et le guide marquisien Rua Poetini partent pour une nouvelle mission. Je suis archéologue, donc je recherche tout ce que les anciens ont laissé. Évidemment, avant l'arrivée des Européens, les Marquisiens étaient très nombreux. On estime leur population à 100 000 habitants. Dans les années 20, ils sont tombés, hélas, à 2 000 habitants et maintenant ils doivent être à peu près un peu plus de 8 000 sur l'archipel. Cet ancien peuple a laissé des traces et l'archéologie permet de retrouver ces traces, de reconstituer petit à petit un peu l'histoire de cette population et donc de l'aider d'une certaine façon, j'espère en tout cas, c'est un peu prétentieux, à retrouver une part de sa mémoire. Dans l'histoire de l'humanité, c'est une expérience unique et ce serait vraiment dommage de la laisser se perdre définitivement. Donc les vestiges du passé sont très nombreux, beaucoup plus que les habitations actuelles. Mais depuis, évidemment, il y a un abandon des vallées. La végétation a poussé, la forêt, et il faut donc chercher à travers cette forêt, de cocotiers, de borao et jusqu'au sommet des crêtes, tout ce que les anciens ont laissé. L'équipe est composée de 5 Marquisiens et de 3 Européens. Parmi eux, la femme de Pierre Otino, Marie-Noël, ethno-historienne. Premier objectif, dégager le site de Kauvaï parmi les centaines que compte l'île. Si rien n'est fait pour entretenir le site, la forêt mettra moins de 6 mois pour tout recoloniser. Une fois les murs d'habitation repérés, Pierre Otino commence le relevé topographique des lieux. Ok, c'est bon. Les anciennes habitations, appelées pae-pae, font l'objet d'un relevé topographique précis. Au centre, le pakeo, un trou qui servait de frigidaire. Les premiers pétroglyphes apparaissent. Il faut aller les dénicher sous la mousse qui recouvre les rochers. Pétro signifie pierre et glyphe, signe. Les archéologues appellent pétroglyphe tout signe inscrit dans la pierre. Ici, nous sommes sur un site religieux, en hauteur, et nous sommes en train de relever des pétroglyphes. C'est un motif de tortue qui apparaît vaguement sur le papier, de mieux en mieux. Quant à la signification, évidemment, c'est très difficile parce que nous n'avons pas assez de détails sur la religion, sur l'histoire de ce pays. C'est comme, admettons que je vienne d'une autre planète, par exemple, ou que je ne connaisse rien au catholicisme, on me montre une croix et l'interprétation m'en serait vraiment très difficile. Je verrai bien sûr un signe, donc un trait vertical, un trait horizontal, donc deux traits qui se croisent. Mais je serai vraiment très loin de toute la symbolique, de la richesse qui est derrière ce symbole. Je pourrais interpréter peut-être le trait horizontal représente la terre, le trait vertical une élévation vers le ciel. Je ne serais peut-être pas trop éloigné de la réalité, mais c'est vraiment une image très pauvre des choses. Donc là, c'est une représentation de tortue, mais ça ne veut pas dire que les Marquisiens ont voulu représenter l'image d'une tortue. Il y avait tout un symbolisme derrière. Chacun des sites va demander beaucoup de travail. La couche de mousse peut se reconstituer en moins de 3 mois. La signification des pétroglyphes, c'est assez difficile à dire. Au départ, on se disait, on voyait des poissons, des tortues, des chiens. Ça représente peut-être ce que les Marquisiens mangeaient, de la nourriture. Mais en fin de compte, ça doit être beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, l'animal qui offrait la ressource, des sources de protéines la plus importante, c'était le cochon. Et vraiment, on en parle dans les légendes marquisiennes, tout le monde connaît le cochon, on le connaît par les fouilles, par ses ossements. Il n'est jamais représenté sur les pétroglyphes. Donc en fin de compte, ce n'était pas du caïcaï, de la nourriture que l'on représentait. On représentait des animaux symboliques
Par exemple, au Salomon, les gens du pays parlent toujours d'un chien très très ancien qui avait appris à leurs ancêtres pratiquement toutes les choses. Et ce chien, pour expliquer la façon dont on faisait les pirogues, s'était mis lui-même sur le dos et s'était ouvert le ventre. Donc il avait découvert la colonne vertébrale pour bien montrer l'importance de la quille. Il avait découvert ses côtes pour bien montrer l'importance des membrures. Puis il avait levé les pattes vers l'avant, les pattes vers l'arrière, et ce qui a symbolisé, représenté la proue et la poupe d'une pirogue. Ici, bon, on n'a pas de tête de chien, mais vous avez à l'avant des pirogues marquisiennes une tête qui avance quand même, qui n'est pas franchement progdate, mais le menton avance vers l'avant. Donc il y a peut-être un symbolisme assez fort, mais qui nous échappe entre le chien et la pirogue. On remonte un peu. Ouais, là on voit bien les doigts, le bras. Mais là il y a une tête, tu vois, mais elle est à peine marquée. Là on voit bien les doigts qui apparaissent. Le travail de nuit est obligatoire. Pour mieux repérer les nombreux dessins gravés dans la pierre, surtout quand ils se chevauchent, chaque trait est souligné au pastel pour ne pas abîmer la roche. En éclairant de biais, ça met en relief le moindre relief ou la moindre bosse. Un petit peu comme les phares d'une voiture de nuit. Tu vois, la route te semble beaucoup plus chaotique parce qu'il y a un petit caillou, hop, il est éclairé et il fait une ombre derrière. Ou le petit trou aussi, ça te fait une tache noire. Donc là, on bouge la lampe en essayant de mettre en relief ce qui a été tracé. Lorsqu'on aura un inventaire complet de tous les motifs, ça va nous aider à lire l'histoire des anciens marquisiens. On arrivera peut-être à trouver une structure, une logique dans l'agencement et dans l'association de différents motifs. Un petit peu comme dans la grotte de Lascaux, où on s'est aperçu que les bisons étaient plutôt dans la rotonde, donc dans la salle principale. Les animaux encore plus dangereux, les félins, étaient plutôt dans les diverticules ou des choses comme cela. Le travail n'est pas terminé. Il faut maintenant recopier tous les dessins pour les archiver. C'est bon ? Ça a bien marché, hein ? Il ressortait bien. La minutie est de règle en archéologie. Sur les sites, Pierre Otino doit relever la position de chaque pierre pour déceler d'éventuels alignements invisibles à l'œil nu. Nous sommes ici sur un méaé, un site religieux, et ce méaé est très particulier. Il comporte deux fosses circulaires, ce qui est assez rare. D'habitude, elles sont carrées. Et ces deux fosses étaient destinées à conserver les prisonniers juste avant qu'ils soient sacrifiés sur le Tohua, la place communautaire qui était tout à côté, derrière le Grand Bagnon. C'est un bagnon, le Grand Bagnon. Oui. Tumu Aoa, en marquisien. C'est vraiment un arbre très très important. Et les marquisiens le plantaient préférentiellement sur le site Tapu, parce que c'était un arbre sacré. Également sur les sites communautaires. C'était un arbre qui donnait énormément d'ombrage, qui poussait relativement rapidement. Et sur les méaés, il servait également d'ossuaire. C'est là que l'on confiait les os des ancêtres, ou ça pouvait être également les os des ancêtres d'ennemis capturés. Et les racines étaient importantes aussi. Qu'est-ce que l'on faisait avec Avec la racine, on fait des médicaments. Les jeunes racines, pousses, là. Oui. Ce type de racines-là, hein, Voilà. les toutes jeunes, là, Oui. pas les grandes. L'archéologue et son équipe doivent explorer toutes les vallées de l'île à la recherche de nouveaux vestiges. Il leur faut accumuler un maximum de relevés topographiques et de dessins gravés, mais aussi prendre des photos d'ensemble pour tenter de reconstituer le passé, dont les seuls témoins sont de trop rares gravures du XIXe siècle. Et là, nous sommes à l'intérieur de la maison, qui était bien sûr construite au-dessus de nous dans le temps. Et la partie avant de la maison était constituée par un pavage. Mais un pavage qui était particulièrement choisi, c'est-à-dire que les marquisiens avaient choisi des pierres relativement régulières, le plus régulières possible, et également le plus lisses. Tandis que par rapport au pavage extérieur, tu vois, ce sont des blocs un petit peu de tout venant. Il y a des pierres lisses, d'autres un peu plus anguleuses, avec des vacuoles à l'intérieur. Donc, l'intérieur tapu était traité avec beaucoup plus de soin. Et à l'arrière, évidemment, bon là c'est un amas chaotique qui est relativement organisé, disons la surface a été rendue homogène.
parce qu'il était recouvert de feuilles et de nattes de plus en plus fines qui servaient de lit. Les Marquisiens dormant comme ça, les uns à côté des autres, et la tête tournée vers l'arrière. Roua guide les archéologues vers les sites les plus reculés de son île. Il leur raconte avec l'accent très coloré des Marquises l'histoire des derniers cannibales. J'ai entendu parler des vieux. Ils racontent un peu de l'histoire de dernière cannibale qu'on avait mangé à Anaho. Le gars, ils sont venus de Taipei pour trouver une plante pour guérir les malades de son fils. Au retour, il y a les gens de Anaho qui ont arrêté pour faire la bringue avec. C'est là qu'ils ont tué le gars. Après ça, ils ont mis dans le four. Ils ont partagé entre Anaho et Hatike. Oui, en fin de compte, c'est ça à peu près. Il a été consommé, disons, à l'extrême fin du 19e. C'est à peu près par là, mais bien à la gauche de l'arc-en-ciel. Derrière l'arc-en-ciel, là où il y a un petit coin de mer bleue, c'est la baie d'Anao. Là où il a été capturé par les gens qui l'ont un peu fait fêter. À Nuku'iva, il faut parfois 4 heures de route pour parcourir 30 km. Aujourd'hui, l'île de Nuku'iva résonne des chants marquisiens. Les habitants retrouvent peu à peu leurs traditions. Décoratifs aujourd'hui, les tatouages demeurent une marque de fierté. Autrefois, les motifs tatoués sur tout le corps, de la tête aux pieds, racontaient la vie du guerrier et de son clan. Renouveau des tatouages, mais aussi renouveau de la sculpture des tikis, comme celui-ci, réalisé dans les années 80. Le tiki, c'est une représentation d'ancêtres. Et donc, chaque famille avait ses tikis, ses représentations d'ancêtres, un ou plusieurs tikis. Il y en avait de toute taille, en pierre ou en bois. Les tribus elles-mêmes avaient leur divinité, leurs ancêtres qui avaient été divinisés. Donc il y avait certainement des centaines, voire des milliers de tikis. Mais hélas, actuellement, la plupart de ces tikis ont disparu. Tous ceux qui étaient en bois, en fin de compte, n'ont pas résisté aux intempéries. Et ceux en pierre, ceux qui étaient les plus maniables, les plus petits, donc ont été cachés, détruits ou plutôt emportés par les premiers navigateurs, par toutes les personnes qui sont passées aux Marquises. Aujourd'hui, en bonne partie grâce au travail de Pierre et Marie-Noël Otino, le passé des îles Marquises est rendu à leurs habitants. Partons maintenant au Yémen, où Michel Garcia fait parler des peintures rupestres, témoignages d'une histoire et de croyances ancestrales. Le Yémen, terre de légendes et des grands royaumes antiques, pays de la reine de Saba. Chaque année, Michel Garcia, préhistorien, parcourt le pays et mène l'enquête. Son objectif, retrouver toutes les traces du passé qui lui permettront de reconstituer l'histoire du pays, jusqu'à 7000 ans avant Jésus-Christ. Donc beaucoup de tombes alors. Combien?
Rams. C'est là, dans ces reliefs escarpés, que se cachent les tombes des ancêtres indiquées par les villageois. Michel a le droit d'y accéder, car après 10 ans de prospection au Yémen, il a obtenu la confiance des habitants. Il y a 3000 ans, les morts n'étaient pas enterrés mais placés en hauteur, dans des sépultures collectives, protégées par un simple muret de pierre. La vie après la mort, ils y croyaient. On retrouve des traces d'embaumement sur les ossements. Mais ce tombeau-là a été profané. Les corps étaient insérés dans des petites grottes comme celle-là, ensuite enveloppés dans des pots de cuir ou dans des bandelettes de tissu, après avoir été momifiés, et ensuite on bouchait la grotte avec ces pierres. Cette tombe a été violée, c'est-à-dire qu'elle était complètement démantelée. On a enlevé les pierres, on a enlevé le mortier qui calait les pierres, et les gens cherchent de l'or, qu'il n'y a pas bien entendu. Ah oui, voilà. Au pied de la falaise, ils font une découverte inattendue. La paroi a, semble-t-il, servi de pierre tombale. Non, ça pourrait être le nom du type qui est enterré là-haut. Oui. Oui, c'est possible. Hein. Il y a 2 tombes et 2 noms qui sont inscrits sur la paroi. Oui, c'est-à-dire que là, quand ce sont des belles inscriptions, elles sont en ligne bien régulière. La roche a servi de toile de fond à travers les âges. Les inscriptions anciennes côtoient les plus récentes, comme ce sigle du drapeau yéménite. Des gravures préhistoriques, aux tombes des premières dynasties, la pierre raconte toute l'histoire du pays. Les Yéménites vivent au cœur de la roche. Ils domptent la montagne avec des outils sommaires jusqu'à en devenir de véritables artistes. C'est précisément cet art qui intéresse Michel. Plasticien de formation, il s'attache aux techniques et aux outils qui laissent leur signature sur la pierre, témoignant des activités de l'homme à travers le temps. Tel un détective, il va remonter le cours de l'histoire en recherchant les moindres indices des sculpteurs du passé. Ces morceaux de quartz, on en trouve évidemment partout, de différentes tailles, de différentes grosseurs. Ah ben là, par exemple, ça c'est un morceau de quartz utilisé, avec des émoussés, qui effectivement c'est le type de pierre qui a pu servir aux graveurs à faire des piquetages ou à faire du martelage de la paroi. Que racontent ces gravures? Qui étaient ces hommes? Et quelle technique utilisaient-ils pour laisser ces empreintes sur la roche? Là, ce motif a été placé sur une coulée d'eau, hein, lorsqu'il pleut énormément, et il pleuvait beaucoup aux époques antérieures. Et cette eau entraîne de l'oxyde de manganèse noirâtre qui provoque ces différentes teintes sur toute la paroi. Et le graveur ici a piqueté sur cette coulée pour faire ressortir la gravure, le dessin qu'il était en train de faire. Là, on va faire peut-être le croup d'un animal. Michel aborde aussi l'étude des gravures préhistoriques par la pratique. Voilà. D'abord, un tracé réalisé avec un caillou de teinte claire, ensuite un martelage au quartz dur. Puis vient le polissage pour affiner le trait. En tout cas, on peut dire que ce sont des artistes. Moi, en tant que sculpteur, en tant que peintre, je les comprends parfaitement, je me sens de plein pied avec eux, et c'est peut-être aussi une très bonne façon d'approcher l'art rupestre que de l'approcher de façon, disons, pompeusement esthétique.
bouquetin réalisé au pochoir. Bovidées de couleur ocre, ces parois ont aussi servi aux artistes peintres qui utilisaient comme aquarelle l'hématite, riche en fer. Alors on va refaire finalement ce qu'il faisait. C'est-à-dire il frottait ces blocs d'hématite dans ce trou. On peut utiliser le bloc comme une craie. Vraisemblablement, pour ces figures qui se trouvent au-dessus de ce godet, ça a certainement été fait avec une sorte de pinceau, car les limites sont très très nettes. Près des villages, les travaux de Michel éveillent la curiosité des habitants. Parfois, les gravures érodées sont à peine visibles. Michel a recours à la technique du calque, qui préserve la roche. Petit à petit, les traits livrent leurs secrets. Ce personnage-là est certainement, à mon avis, un graffiti. Enfin, c'est un graffiti. À mon avis, ce n'est pas une représentation très classique. Mais en général, les personnages symboliques qui sont représentés dans ces périodes, effectivement, très souvent portent des cornes. Ces cornes que l'on a vues depuis le néolithique, pratiquement jusqu'à présent, qui symbolisent la puissance et le pouvoir. Les cornes du bouquetin, souvent hypertrophiées, ont un rôle symbolique évident. Curieusement, ce symbole semble avoir traversé le temps. Dans l'architecture actuelle, les cornes de bouquetin ont aussi leur importance. Elles sont placées aux angles des maisons les plus prestigieuses. Mais le bouquetin, trop chassé, n'existe plus au Yémen. Les cornes, vendues à prix d'or, font désormais partie des antiquités. السلام عليكم كيف الحال؟ تمام اليوم كويس كويس في كورونا هنا؟ لا في كورونا كورونا في 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 بيت في très très belle hein? Yes, this here for cells. Cells. Ouais. Donc ce sont des cornes de bouquetin qui effectivement étaient placées au sommet des maisons, à l'angle des maisons généralement, tout en haut. Et ça indiquait la puissance du propriétaire. Oui. Les cornes ne sont pas le seul symbole fort hérité du passé. Le serpent est aussi largement représenté. Il évoque la puissance liée à la terre. Il protège celui qui le possède. Il est craint par ses ennemis. Certaines cannes évoquent la forme du serpent. Avec une poignée en crosse, elle se rapproche d'anciennes gravures qui représentent sans équivoque l'animal. La sobriété du dessin et la permanence du style évoquent un symbole magique ou religieux. Il a subi quand même quelques agressions récentes, modernes, notamment sur la tête. Un martelage fait par les gamins du coin, certainement. Il y a urgence à étudier ces œuvres avant qu'elles ne soient dégradées par les tirs de Kalachnikov, le vandalisme et l'érosion. Tous ces impacts-là sont tout à fait récents, ils sont de cette année ou de l'année dernière. Et là, il y avait des serpents, par exemple, qui ont complètement disparu dans cette zone ici. Au Yémen, la protection comme l'étude des vestiges préhistoriques n'est pas chose simple. Malgré les autorisations gouvernementales, Michel est fréquemment interrompu dans son travail. Il doit négocier au coup par coup l'accès au site avec les représentants des antiquités locales qui y voient surtout leur intérêt financier. L'étude du style des gravures et des peintures est une étape très importante. Elle permet de dater les œuvres. Par exemple, les piquetages de surface et les scènes d'action correspondent aux périodes les plus récentes de la préhistoire. Les chevaux sont bien dessinés avec des pattes très caractéristiques, des selles en V, certainement des selles en bois. Là, les armes sont certainement en fer. On est là dans la période de l'âge du fer. À cette époque des grands royaumes, premier millénaire avant Jésus-Christ, on se livre au combat pour la possession des terres.
contraire, des scènes représentant essentiellement des bouquetins souvent attaqués par des chiens sans présence humaine et gravés d'un trait profond caractérisent la période plus ancienne. Quant aux toutes premières œuvres, fort altérées, ce sont des animaux seuls, immobiles, très stylisés. Alors là, voici un des animaux les plus spectaculaires de tout le bestiaire yéménite. C'est le grand buffle d'eau, et dont le contour est extrêmement bien dessiné, bien piqueté. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous avons retrouvé dans les fouilles faites au pied de ces grands Inselberg des ossements de buffles. Les Bédouins utilisent encore de nos jours ces sites protégés du vent et des intempéries. Les hommes préhistoriques s'y abritaient pour consommer le fameux buffle antique. L'animal, aujourd'hui disparu, était chassé dans les marais qui recouvraient autrefois ce désert. Là, il y a de l'os. Je crois bien, oui, c'est de l'os. Oui. Et dans la mesure où on retrouve une faune comparable dans les foyers, une faune qui a été mangée, consommée, chassée, et ces mêmes animaux sont figurés sur les parois, on a tout lieu de penser que les deux sont de la même époque. Une époque fort ancienne, 7000 ans avant notre ère. Alors ce qui est aussi remarquable dans ce dessin, c'est la présence ici, dans le décor lui-même, de cette autruche, dont on voit ici les pattes, l'arrière-train et la tête. Ces animaux d'origine africaine auraient migré il y a 300 000 ans au Yémen. Plus tard, l'homme aurait suivi le même chemin, colonisant d'abord le sud de la péninsule arabique, puis remontant vers le nord. Notre hypothèse est qu'il y a eu une large pénétration de la péninsule arabique par l'homme jusqu'à, disons, le Proche-Orient. Ici, au Yémen, seraient donc passés nos très lointains ancêtres, quittant il y a 100 000 ans le berceau africain pour coloniser le reste du monde.